C'était un dimanche comme tous les autres pour Cheryl et Paul Chapman, du moins jusqu'à ce que le téléphone vienne briser le silence paisible de cette matinée. La sœur de Cheryl ne s'était pas présentée au travail. Après plusieurs tentatives pour la rejoindre par téléphone, Cheryl et Paul avaient décidé de se rendre chez elle pour s'assurer que rien d'anormal n'était arrivé. L'Alaska est situé aux confins du monde. Ses habitants sont isolés du reste de la planète et de ses tracas. La splendeur des paysages et son immensité semblent les rendre solidaires et respectueux les uns envers les autres. Il était 8 heures du matin ce dimanche 15 mars 1987 quand Cheryl et Paul Chapman furent réveillés par la sonnerie du téléphone. C'était le patron de Nancy Newman, la sœur de Cheryl. Elle ne s'était pas encore présentée au restaurant où elle travaillait, même si l'on apercevait sa voiture dans le stationnement. Il demanda aux Chapman de vérifier si elle se portait bien. Dès qu'ils arrivèrent chez elle, ils eurent le terrible pressentiment qu'un drame s'était produit. Il n'y avait aucune trace de Nancy, pas plus que de Melissa, sa fillette de 8 ans, et de la petite Angie, 3 ans. Les tasses utilisées par Cheryl et Nancy le vendredi soir précédent étaient toujours dans l'évier. Les restes du petit déjeuner du samedi étaient sur la table. La boîte de fer-blanc dans laquelle Nancy conservait ses pourboires était vide. Une cigarette à l'embout brun avait été éteinte dans le cendrier. Il ne s'agissait pas de la marque de cigarette que Nancy fumait habituellement. Dans la chambre à coucher principale, Nancy gisait dans son lit, battue à mort. La scène n'était pas moins horrible dans les chambres des deux fillettes. À sa plus grande consternation, Paul trouva Melissa et Angie également sauvagement assassinées. En l'espace de quelques minutes, les premiers agents d'Anchorage arrivèrent à l'appartement de Newman. Pour éviter que quoi que ce soit ne soit dérangé, ils érigèrent un périmètre de sécurité tout en essayant de calmer la famille des victimes jusqu'à l'arrivée de l'équipe d'experts judiciaires. Les enquêteurs furent troublés par leur découverte. Nancy et Melissa Newman semblaient avoir été battues puis étranglées. Quant à la petite Angie, sa gorge était si profondément entaillée qu'elle en avait presque été décapitée. Le policier Bill Gifford du service de police d'Anchorage se trouvait sur la scène.
Il est difficile de décrire avec des mots l'impact que peut avoir sur nous une telle enquête. On est pourtant habitué à travailler sur des cas d'homicide, d'assauts graves. Je crois que la population est plutôt insensible, ou du moins elle est habituée au meurtre passionnel. Mais à quelque chose comme ceci, personne n'est jamais préparé. La vision d'une telle scène avait profondément ébranlé les agents de police. C'est troublant pour la population, mais cela a également un impact sur les détectives et les agents qui travaillent sur ce type d'enquête. Nous n'avons tout simplement pas l'habitude d'être confrontés à des cas aussi graves. Le corps de Nancy Newman gisait dans son lit. Sa robe de nuit avait été remontée jusqu'à sa poitrine. Il y avait des blessures sur son nez, son menton, son front, ainsi que sur un de ses genoux. Il y avait des taches de sang au pied du lit. Une paire de gants vert olive se trouvait sur le dessus de la commode. À l'autre bout du couloir, on retrouva le corps de Melissa Newman, étendu sur le dos au milieu de sa chambre, une tête d'oreiller ensanglantée nouée autour du cou. Une autre taie avait été utilisée pour lui ligoter les bras. Quant à la petite Angie, elle gisait sur le sol de sa chambre dans une mare de sang entourée de ses livres favoris. L'analyse de la disposition des taches de sang autour de la victime peut souvent fournir des indices précieux. Un expert peut par exemple déterminer les positions respectives de la victime et du meurtrier, les déplacements de la victime et le nombre de coups qui lui ont été portés. Dans ce cas-ci, cela nous a permis de reconstituer la séquence des événements. Des taches sur le lit de Nancy Newman indiquaient que le meurtrier avait forcé Melissa et Nancy à se rendre dans la chambre principale pour les agresser. D'autres taches sur la moquette indiquaient également que le meurtrier avait ramené la jeune Melissa dans sa chambre où il l'avait tuée. Chaque chambre à coucher était une scène de crime indépendante des autres. Les experts commencèrent d'abord par déterminer quel type d'indices ils pouvaient recueillir, puis quelle serait la meilleure façon de procéder. Étant donné la nature extrêmement violente des meurtres et l'absence de suspect immédiat, chaque fragment recueilli pouvait avoir une valeur inestimable. Le sergent détective Michael Grimes était alors responsable du service des homicides de la police d'Anchorage. Je savais qu'il faudrait des heures et des heures à l'équipe pour compléter l'analyse de la scène du crime. C'était vraiment un cas pour la criminalistique. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, rien n'avait été déplacé, ou presque. En ce sens, nous avions beaucoup de chance. Les experts découvrent souvent des indices dans les poussières qui traînent au sol. Parfois, des cheveux enchevêtrés dans les fibres de la moquette permettent aux détectives de remonter la piste jusqu'à un suspect. L'analyste utilise ensuite un aspirateur équipé d'un filtre spécial. Les débris sont recueillis par l'appareil et restent emprisonnés dans un filtre de papier. Lorsqu'on a terminé la section, on retire le filtre pour le conserver dans un récipient réservé à cet effet. Mais il arrive que des fragments de cheveux et des fibres ne soient pas aspirés. On utilise alors un rayon laser portatif qui a la propriété de rendre fluorescents les indices qui n'ont pas été recueillis. On applique ensuite du luminol pour vérifier si des traces de sang ont échappé aux analystes. Ce produit entre en réaction avec les protéines du sang et le rend fluorescent.
Nous étions en train d'analyser la scène à la recherche de sang et nous avons remarqué une trace. Nous l'avons photographiée. Il manquait aussi un couteau dans le jeu de couteaux de cuisine. Nous en avons pris un parmi ceux qui restaient et nous avons constaté qu'il correspondait parfaitement aux marques identifiées au luminol. La largeur et la longueur, tout était identique. Le meurtrier avait pris ses victimes au dépourvu. Leur rituel du matin avait été interrompu soudainement. Cela pouvait signifier qu'elle le connaissait. Interrogée à l'arrivée des détectives, Cheryl avait déclaré que Nancy n'avait aucun ennemi. Elle était une serveuse très appréciée de ses collègues et de ses clients. Elle était sympathique avec tous, sans être déplacée. De plus, pourquoi le meurtrier s'en était-il pris à des fillettes de 8 et 3 ans avec autant de rage? Le mobile du crime n'était pas le vol puisque le meurtrier n'avait pas fouillé l'appartement ni dérangé quoi que ce soit. Il fallait trouver une piste solide. Le détective Bill Reader faisait partie de cette enquête dès le début. La scène du crime elle-même fournissait le point de départ de l'enquête. Il n'y avait pas eu d'entrée par effraction. Cela signifiait donc que le meurtrier avait accès à cet appartement ou qu'il connaissait les victimes. On interrogea immédiatement les voisins, les membres de la famille et les amis des victimes, toute personne qui pourrait mettre les policiers sur une piste. Nous espérions que quelqu'un nous dise avoir remarqué quelque chose d'anormal. Des inconnus rôdant dans le secteur ou entendu des bruits suspects, quelqu'un en train de transporter des choses. Quoi que ce soit qui nous permettrait de centrer notre attention sur un individu en particulier. Les membres de la famille d'une victime sont généralement les premiers suspects d'une enquête. Paul Chapman ne faisait pas exception à cette règle. Ce dernier n'avait pas d'alibi puisqu'il avait passé la journée du samedi seul, mais il était visiblement en état de choc lorsqu'il avait découvert les victimes. John Newman, le mari de Nancy et le père des deux fillettes, fut d'abord considéré comme un suspect. Mais les policiers découvrirent rapidement qu'au moment du meurtre, il se trouvait en Californie où il suivait une formation pour devenir serrurier. Une autre façon d'éliminer un suspect est d'observer son comportement. John a toujours maintenu qu'il voulait que cette enquête soit résolue. Il était en état de choc et affichait tous les signes habituels en de telles circonstances. Les Newman vivaient dans un complexe d'appartements. Il faudrait compter plusieurs semaines pour interroger tous les voisins des victimes. La petite population d'Anchorage était troublée par le caractère violent de ces meurtres. Les détectives avaient peu d'expérience avec ce genre d'homicide et ils craignaient d'être aux prises avec un tueur en série. Il fallait absolument trouver une solution rapidement. Quel genre d'individu peut commettre un crime aussi crapuleux? La façon dont ces personnes avaient été tuées pouvait-elle nous donner des indications sur le type de meurtrier auquel nous avions affaire? Dès le premier ou le deuxième jour, nous avons décidé de demander l'aide du FBI. Les détectives se rendirent vite compte qu'ils avaient besoin de quelqu'un, d'un expert, pour déterminer quel type d'individu avait pu commettre ces meurtres. Ils firent appel au service des sciences comportementales du FBI à Quantico, en Virginie. C'est l'agent spécial Judd Ray qui répondit à leur appel. De par sa profession, Ray dresse le profil des tueurs les plus dangereux au monde.
Pour y parvenir, il tente de comprendre la façon dont procède le meurtrier dans sa tête. La scène du crime était complètement anarchique. Cet individu avait une faible estime de lui-même. Il était possible qu'il ait été rejeté par la société et que ces meurtres soient sa façon à lui de la rejeter à son tour. Ray informa les détectives d'Anchorage que le tueur pouvait récidiver. La façon dont les meurtres avaient été commis lui faisait peur. Et aussi le fait qu'il y ait 3 victimes, dont 2 enfants. Selon lui, nous devions agir le plus vite possible parce que cet individu avait perdu le contrôle de lui-même et pouvait commettre de nouveaux meurtres dans un futur rapproché. L'autopsie des victimes révéla que Nancy et Melissa Newman avaient été violées. Ray en conclut que le meurtrier avait sans doute déjà commis d'autres agressions sexuelles par le passé. C'était vraisemblablement un homme de race blanche, dans la vingtaine, et il y avait tout lieu de croire qu'il avait été un piètre élève à l'école. Suite aux conclusions de Ray, les détectives commencèrent à réduire le nombre de suspects possibles. Parmi eux se trouvait un jeune homme qui venait tout juste d'emménager dans un des appartements voisins des Newman. Les policiers interrogèrent également Kirby Anthony, 23 ans, le neveu de John Newman. Anthony avait un alibi pour la matinée du samedi 14 mars, mais ce n'était pas le cas du voisin des victimes. Rien dans mon esprit, absolument rien ne pouvait expliquer l'extrême violence et la rage avec laquelle il avait tranché la gorge de la petite Angie de 3 ans. Ray avait insisté sur le fait que les victimes connaissaient leur agresseur. Plusieurs témoins et amis déclarèrent que le jeune voisin n'avait pas menti en affirmant n'avoir jamais rencontré Nancy Newman et ses fillettes. Il y avait donc tout lieu de croire que ce n'était pas lui qui avait commis les meurtres. J'avais mentionné qu'il s'agissait d'un des proches de la famille, quelqu'un qu'ils connaissaient bien, avec qui ils avaient une relation et qu'ils avaient peut-être même rejeté. C'est à ce moment-là que les détectives m'ont parlé du neveu. Les enquêteurs continuaient à interroger les suspects. Les nombreux indices recueillis sur la scène du crime dépassaient les capacités du laboratoire judiciaire de l'Alaska. Une fois encore, la police d'Anchorage demanda l'aide du FBI. Les indices furent envoyés au laboratoire judiciaire du FBI à Washington. La tâche fut confiée à l'expert en micro-indices Doug Diedrich. Ce dernier commença par faire le tri des indices. Des cheveux, des fibres, des particules de verre, de la terre, des fragments de peinture, tout ce qu'avait pu laisser le meurtrier au moment de l'attaque. Je crois avoir examiné en tout entre 300 et 400 indices de la scène du crime. Certains provenaient des victimes, d'autres de diverses personnes, des suspects, des parents et de certaines de leurs connaissances. Il ne serait pas facile de déterminer la provenance de certaines fibres. De plus, les experts ignoraient ce que portait le tueur au moment du meurtre. Il n'y avait donc aucune façon de comparer les fibres recueillies à un vêtement. Il y a un nombre infini de sortes de fibres. Si un individu porte un vêtement en particulier et qu'il laisse des fibres, ces indices seront considérés comme étant uniques. Même si ce vêtement existe en plusieurs exemplaires, une fois qu'il a été vendu au public, le tissu est unique en quelque sorte. Comme une goutte d'huile dans la mer, elle est là, mais encore faut-il la trouver. Diedrich isola quelques fibres de l'appartement des Newman. Elles étaient si petites qu'elles auraient pu tenir dans un dé à coudre. Grâce à elles, l'expert put reconstituer certains des faits et gestes du meurtrier et apporter aux détectives une image plus claire des événements. Diedrich poursuivait ses analyses.
Pendant ce temps, les policiers d'Anchorage convoquèrent Kirby Anthony au poste de police afin de prendre sa déposition. Anthony et sa petite amie étaient arrivés à Anchorage en provenance de Twin Falls, Idaho, 1 an et demi plus tôt. Ils avaient demandé aux Newman de les héberger pendant un certain temps. Le jeune couple s'était bientôt trouvé du travail sur un bateau de pêche et était parti. Anthony et sa petite amie s'étaient séparés depuis. Le jeune homme l'avait accusé d'entretenir une liaison avec le capitaine du bateau. Des membres de l'équipage déclarèrent qu'il était devenu instable et que son comportement était étrange après la séparation. Il s'était disputé avec le capitaine et avait été renvoyé. Il était rentré à Anchorage seul le 14 février 1987. Comme il n'avait nulle part où aller, il avait pris un taxi et était retourné chez les Newman. Selon Cheryl Chapman, John Newman avait été très contrarié d'apprendre que son neveu était retourné chez lui en son absence. Sa femme était mal à l'aise en la présence d'Anthony. Après quelques semaines, elle lui avait demandé d'aller vivre ailleurs. Il avait alors emménagé avec un de ses amis, Dan Grant. Le sergent Grimes se rappela de sa première rencontre avec Anthony. C'est lui qui avait avisé le jeune homme des meurtres de sa tante et de ses 2 cousines. Je lui ai dit que j'avais une mauvaise nouvelle à lui annoncer, que sa tante et ses 2 petites nièces avaient été trouvées mortes plus tôt dans la matinée. Kirby s'est alors pris les cheveux et s'est mis à gémir, mais il n'a versé aucune larme. Ses yeux étaient secs. Le comportement d'Anthony était étrange, mais ne justifiait pas une arrestation. Le rapport d'autopsie, cependant, éveilla les soupçons des détectives. Le médecin légiste avait déterminé que les homicides avaient été commis entre 7 heures du matin et midi le samedi 14 mars. Les meurtres se sont produits tôt le matin, après que les victimes se soient levées. Une des victimes avait terminé un bol de céréales, une autre mangeait pendant que la mère buvait un café. Anthony avait déclaré qu'il se trouvait à une fête pendant la nuit du vendredi au samedi. Il avait admis avoir bu, consommé de la marijuana et de la cocaïne. Il avait déclaré être rentré ensuite à l'appartement qu'il partageait avec Dan Grant vers 7 heures du matin, puis qu'il était reparti vers 8h45. Dans l'affaire du triple homicide en Alaska, les recherches de l'expert du FBI, Doug Diedrich, sur les micro-indices devenaient de plus en plus compliquées. Il y avait entre autres les sacs d'aspirateurs provenant des différentes pièces. Je devais trier tous ces indices. Il fallait séparer les cheveux, par exemple. Je crois que l'aspect le plus difficile de cette enquête pour moi a été de tenir compte de chaque cheveu recueilli dans l'appartement. En général, nous ne le faisons pas. Il y a trop de cheveux à examiner. Mais dans ce cas-ci, c'était nécessaire. Et la tâche était monumentale. Les cheveux ont des caractéristiques uniques observables au microscope. On peut ainsi déterminer de qui ils proviennent. Lorsqu'on grossit les cheveux de 250 à 400 fois, il est très facile de constater qu'ils sont différents d'un individu à l'autre.
Anthony avait habité quelque temps chez les Newman. Il était donc vraisemblable de retrouver ses cheveux dans l'appartement. Il était cependant possible de déterminer si les cheveux recueillis étaient vieux ou récents. Diedrich commença par examiner le contenu des sacs d'aspirateur. C'est en examinant la surface et la racine des cheveux que l'on peut déterminer depuis quand ceux-ci se trouvent dans un environnement donné. En examinant le contenu des sacs par couches successives, Diedrich remarqua bientôt des cheveux qui ne semblaient provenir d'aucun des Newman. Ces cheveux étaient là depuis peu. En plus de ce qui avait été recueilli à l'aide de l'aspirateur, les experts avaient également découvert des poils pubiens de provenance inconnue sur les victimes et dans leurs chambres. Diedrich décida de faire sa propre petite expérience afin de déterminer de quelle façon ces poils avaient pu être transférés d'une pièce à l'autre. J'ai apporté avec moi un aspirateur du service judiciaire et j'ai passé l'aspirateur dans les 4 chambres à coucher de ma maison sur une période de 2 semaines, à la même heure, tous les jours, juste pour voir ce que j'obtiendrais. Je me concentrais principalement sur les poils pubiens. Diedrich conserva précieusement les micro-indices prélevés avec l'aspirateur. Il compara ensuite le contenu des sacs à des échantillons de ses propres poils pubiens. Il constata rapidement que les poils se retrouvaient bien dans les diverses chambres de la maison, car ils étaient transportés par ses vêtements, notamment ses chaussettes. Les premiers poils recueillis se trouvaient au fond des débris et étaient par conséquent plus endommagés. Ceux qui avaient été recueillis en dernier ne l'étaient pas. Cette découverte était significative. Cheryl avait déclaré à la police que Nancy avait l'habitude de passer l'aspirateur le vendredi. Cela indiquait donc que les poils de provenance inconnue sur les victimes n'étaient pas là avant le meurtre. Les experts avaient notamment découvert un poil pubien sur une serviette humide sur le carrelage de la salle de bain. Sous le microscope, Diedrich remarqua bientôt un détail intéressant. Il y avait une lente de morpion sur le poil. Diedrich fit part de ses constatations aux détectives et leur demanda d'obtenir un échantillon des suspects afin de procéder à des comparaisons. La liste des suspects comptait 6 individus. Les détectives l'avaient dressée à partir des noms d'ex-prisonniers qui avaient commis des crimes sexuels et avaient été fournis par le service correctionnel de l'État. Certains d'entre eux habitaient le même secteur que la famille Newman. On fit subir à chacun d'entre eux un interrogatoire exhaustif, puis on vérifia leur alibi. Les policiers interrogèrent à nouveau Anthony. Ils remarquèrent qu'il avait légèrement modifié sa version des faits. Les détectives demandèrent à Anthony de fournir des échantillons de son sang, de ses cheveux et de ses poils. Le jeune homme se montra coopératif et accepta de fournir des échantillons volontairement. Les échantillons furent rapidement envoyés à Diedrich pour être comparés. Le lendemain, l'expert du FBI téléphonait aux détectives pour les informer qu'il avait trouvé des morpions dans les poils d'Anthony. Cela a été le point déterminant de l'enquête. À partir de là, nous avons pu faire de Kirby notre principal suspect. Lorsqu'on parla à Kirby Anthony de la serviette découverte dans la salle de bain et du poil sur lequel on avait découvert une lente, il admit qu'il avait bien des morpions. Il déclara qu'il avait pris une douche chez les Newman une semaine avant les meurtres, car il craignait d'infester l'appartement de son ami Dan Grant. Pour Judge Ray, la serviette en disait long sur le suspect. Le meurtrier s'était lavé sur la scène du crime. Pourquoi avait-il pris ce risque? Pourquoi n'était-il pas rentré chez lui directement? Pour moi, il était évident qu'il devait quitter les lieux et ne pouvait pas rentrer chez lui couvert de sang. Cela signifiait donc qu'il ne vivait pas seul. Ray avait également déterminé que le meurtrier avait sans doute déjà commis une agression sexuelle dans le passé.
Les enquêteurs fouillèrent les antécédents de Kirby et découvrirent qu'il avait été le principal suspect dans une affaire de viol qui n'avait jamais été résolue dans l'Idaho. La victime, une fillette de 12 ans, avait subi des dommages au cerveau pendant l'agression et n'avait pas pu témoigner. Juste avant de s'établir en Alaska, il avait fait l'objet d'une enquête là-bas. Il y avait eu un pique-nique et on avait découvert cette fillette de 12 ans dans les bois. Elle était inconsciente. Elle avait été étranglée et avait été victime d'une agression sexuelle. Les indices avaient conduit les détectives à ce Kirby Anthony. Ray avait également mentionné que le meurtrier se montrerait sans doute coopératif avec la police. On nous avait dit que le meurtrier interviendrait peut-être dans l'enquête, qu'il appellerait pour savoir quels indices nous avions découverts. Kirby a effectivement commencé à se conduire de cette façon. Le suspect ignorait cependant que les experts avaient constaté que les autres poils et cheveux découverts sur la scène provenaient aussi de lui. Nous avons découvert un certain nombre de poils pubiens identiques à ceux d'Anthony dans les chambres des deux fillettes, ainsi que quelques-uns sur le lit de leur mère. On avait également recueilli un cheveu qui provenait du suspect dans les draps du lit de Nancy Newman. De plus, des poils de barbe avaient été retrouvés dans toutes les chambres et sur les 3 victimes. Il était devenu impératif de surveiller les moindres mouvements d'Anthony. Après quelque temps, les policiers connaissaient ses endroits favoris et le suivaient discrètement lors de ses allées et venues. Ils espéraient que le suspect se confierait à un de ses amis ou qu'il commettrait une erreur. Les efforts des policiers furent récompensés. Une de ses connaissances déclara aux enquêteurs qu'Anthony se servait de serviettes de table en papier pour écrire des poèmes qu'il passait ensuite à la ronde. En parlant de l'affaire, il avait également déclaré à ses amis que Melissa Newman avait été forcée de regarder une partie de l'agression sexuelle de sa mère. Les détectives apprirent également qu'après les meurtres, Anthony avait appelé la mère de son ex-petite amie dans l'Idaho pour lui parler du crime. Angie Newman avait été poignardée, avait-il dit, et Nancy et Melissa avaient toutes deux été violées. Dans les deux cas, il était impossible qu'Anthony connaisse ces informations puisque les policiers n'en avaient pas fait part à la presse et ne s'en étaient jamais ouverts à Anthony au cours de ses interrogatoires. Les preuves indirectes continuaient à s'accumuler contre Anthony. Lors d'une visite chez lui, les policiers remarquèrent un appareil photo manuel qui appartenait à John Newman et dont ce dernier avait signalé la disparition après les meurtres. Anthony déclara au détective que les Newman le lui avaient prêté. Lorsqu'on lui demanda comment il fonctionnait, il fut cependant incapable de répondre. Les policiers avaient remarqué que les pourboires de Nancy Newman avaient disparu de sa boîte de fer-blanc. 3 amis du suspect l'avaient vu mettre des pièces de monnaie dans des rouleaux et régler ses achats avec ces mêmes rouleaux. Il y avait également des empreintes digitales. On avait identifié l'empreinte de la paume de la main d'Anthony sur le mur au-dessus du lit où Melissa avait été violée. D'autres empreintes de lui furent aussi recueillies sur la boîte de fer-blanc, ainsi que dans le placard de l'entrée, et à l'intérieur et à l'extérieur de la porte d'entrée. Nous avons également découvert d'autres empreintes appartenant à Kirby sur la porte, à l'intérieur de la chambre à coucher de la mère. C'était très révélateur. Cela démontrait qu'une des victimes avait tenté de fuir la chambre. Kirby avait alors fermé violemment la porte avec sa main, y laissant ses empreintes digitales.
et d'autres indices préalablement identifiés sur la scène du crime. Les preuves étaient accablantes. Il ne restait plus maintenant qu'un seul suspect, Kirby Anthony. Il serait enfin possible d'obtenir un mandat de perquisition. Judd Ray avait mis les policiers en garde. Le suspect pourrait tenter de prendre la fuite si la tension devenait trop grande. Les nombreuses questions de la police pouvaient l'avoir rendu nerveux. Encore une fois, l'expert du service des études comportementales ne s'était pas trompé. Anthony déclara à l'ami qu'il hébergeait qu'il songeait quitter la ville. Il avait demandé à son ami de ne pas le signaler à la police. Grant n'osait pas avertir les détectives de crainte d'avoir à affronter ensuite la colère d'Anthony, mais il se résolut enfin à appeler le service de police 7 heures après le départ de son ami. Ce dernier se dirigeait vers la frontière canadienne, située à 8 heures de route. Sur les quelques centaines de kilomètres qui séparent Anchorage de la frontière du Canada, il n'y a que des forêts. Anthony pouvait se cacher n'importe où. Les détectives d'Anchorage entrèrent immédiatement en contact avec le poste de douane à la frontière et leur donnèrent une description du suspect et de son véhicule. Il fallait espérer qu'il ne tarderait pas à y arriver. Moins d'une heure plus tard, Anthony se présenta enfin au poste de douane, ignorant que les policiers avaient été informés de son départ. Il rangea donc calmement sa voiture près de la guérite. Il fut retenu provisoirement et interrogé jusqu'à l'arrivée des agents de la patrouille d'État. Il fut arrêté pour avoir conduit avec un permis périmé et reconduit à Anchorage au service de police. Pendant le trajet, on lui fit la lecture de ses droits et des accusations qui pesaient contre lui. 3 meurtres au premier degré, 2 agressions sexuelles et un enlèvement. Selon la loi de l'Alaska, il est possible d'accuser d'enlèvement lorsque la victime est attachée lors de son agression. Le meurtrier avait noué les bras de Melissa à l'aide d'une taie d'oreiller pendant le viol. Il a bondi et s'est mis à hurler « Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'enlèvement ?» Cela nous a paru vraiment louche, compte tenu que nous venions de l'accuser de 3 meurtres et de 2 agressions sexuelles. Les analyses judiciaires étaient maintenant complétées. Il serait possible de reconstituer les événements qui avaient coûté la vie des 3 victimes. Cheryl avait vu sa sœur en vie pour la dernière fois le vendredi 13 mars. Cheryl, Paul et Nancy s'étaient donné rendez-vous au restaurant où Nancy travaillait pour prendre un verre. Kelly, la fille de Cheryl, avait emmené ses 2 cousines à la piscine pour que les parents aient une soirée de congé. Paul Chapman avait quitté le restaurant le premier car il devait aller chercher son fils. Il avait prévu rejoindre les 2 femmes plus tard à l'appartement de Nancy. Alors qu'elle partait, Cheryl avait suggéré à sa sœur de laisser sa voiture dans le stationnement du restaurant et de faire le trajet avec elle. Nancy avait congé le lendemain et Paul se ferait alors un plaisir de la conduire jusqu'à sa voiture. Cheryl, Paul et Nancy s'étaient retrouvés plus tard et avaient attendu le retour de Kelly et des 2 fillettes. Ils avaient plaisanté et discuté jusqu'à 21h45, c'est-à-dire jusqu'au moment où Kelly était arrivée avec les enfants. Elle les avait emmenés au restaurant manger des hamburgers. Vers 22h, Cheryl et Paul décidèrent de rentrer. Cheryl aida Nancy à libérer la table et plaça les tasses dans l'évier.
Angie était déjà en pyjama et Melissa enfilait sa robe de nuit dans sa chambre. En partant, Paul avait dit à Nancy de l'appeler lorsqu'elle serait prête à aller chercher sa voiture le lendemain. Entre 7h et midi, le samedi 14 mars, Kirby Anthony s'était rendu à l'appartement des Newman. Il est la seule personne à vraiment savoir ce qui s'est produit par la suite. Il est possible que Nancy ait refusé de lui prêter de l'argent ou qu'elle ait repoussé ses avances sexuelles et qu'elle lui ait demandé de quitter les lieux. Anthony avait alors été aveuglé par une rage meurtrière. Certains indices laissent croire que l'agression de Melissa s'est produite en partie dans la chambre de sa mère. Cela signifie que les deux victimes ont été attachées. Des marques sur leur corps le confirment. Grâce aux analyses sérologiques, nous avons déterminé que la petite Melissa, 8 ans, a été agressée dans la chambre de sa mère et qu'elle a réussi à passer de l'autre côté du lit même si elle saignait abondamment. Elle a ensuite été maîtrisée et maintenue dans la même position pendant une certaine période de temps. Melissa Newman a sans doute été témoin du viol et du meurtre de sa mère. Elle aurait par la suite été emmenée de force dans sa chambre où elle aurait été violée à nouveau puis tuée. La police n'a jamais retrouvé le couteau qui avait servi à trancher la gorge de la petite Angie. Les policiers ne sont pas parvenus à déterminer si elle avait été tuée la première. Ce qui est cependant évident, c'est qu'elle était la cible d'une rage aveugle. Nancy Newman n'appela jamais Paul Chapman pour lui demander de la conduire à son auto. Elle ne répondit pas au téléphone non plus, malgré les appels répétés de sa sœur le lendemain. Son corps, ainsi que celui de ses deux fillettes, gisaient dans l'appartement et ne furent découverts que le dimanche matin. Les détectives croient qu'Anthony avait développé une aversion pour la petite Angie quand il s'occupait des fillettes. Il disait d'elle que c'était un vrai tyran. Rien ne justifiait cependant une telle violence envers un enfant. Je crois qu'il est impossible d'essayer de trouver ce qui a pu éveiller la rage de Kirby Anthony. Je crois qu'il serait lui-même incapable d'expliquer ce qui a pu le pousser à agir ainsi. John Newman, anéanti par le drame, assista au procès de son neveu. Le 3 juin 1988, après 8 semaines de témoignages, le jury en arriva enfin à un verdict. Le jeune Anthony, fraîchement rasé, semblait d'abord confiant.
mais il perdit sa contenance lorsqu'il entendit la sentence. Il fut condamné à une peine d'emprisonnement de 357 ans pour ses crimes. L'enquête entourant Kirby Anthony avait été exemplaire. La coopération entre les divers services de police avait été totale. Les policiers d'Anchorage avaient remis au FBI les indices recueillis sur la scène du crime. De son côté, Doug Diedrich avait méticuleusement analysé les cheveux et les fibres et même contré les arguments de la défense en menant sa propre expérience pour les réfuter. Judd Ray avait aidé la police à devancer les faits et gestes du suspect. Pour la première fois, le témoignage d'un expert en études comportementales du FBI avait été accepté en cours. C'était un bon cas pour déterminer si nous allions être acceptés par le système juridique. Cela nous ouvre la porte et nous offre de nombreuses possibilités. En Alaska, la nature sauvage et dense est le terrain de prédilection d'un tueur en série sadique. Il kidnappe des femmes, les viole et les torture avant de les tuer. Il les traque comme des animaux pour son propre plaisir pervers. C'était une jeune femme qui espérait devenir mannequin. Elle accepta de travailler avec un homme qui prétendait être photographe. Mais cet homme était en fait un tueur sans merci. Elle n'était pas sa première victime. Ni sa dernière d'ailleurs. Des années 70 aux années 80, la population de l'Alaska connut un certain essor. Beaucoup d'ouvriers venaient s'y installer pour travailler à la construction de pipelines. Le 13 août 1982, deux agents de police d'Anchorage en congé étaient à la chasse à l'orignal près de la rivière Knik, à environ 30 km d'Anchorage. Alors qu'ils se frayaient un chemin au cœur de la végétation, ils aperçurent des restes humains partiellement enterrés. Ils laissèrent la scène telle qu'elle. Le lendemain, des experts judiciaires de la police d'Alaska se rendirent sur la scène. Dans cette région, les crimes tombaient sous la juridiction de la police d'État. Les experts trouvèrent des vêtements, une bande élastique et la douille d'un projectile de calibre 223 dans la tombe peu profonde. Grâce à son dossier dentaire, on put identifier la victime. Il s'agissait de Sherry Morrow, une danseuse érotique dont la disparition avait été signalée par son petit ami un an plus tôt. Les policiers appelèrent ce dernier pour lui annoncer la nouvelle. Ses vêtements correspondaient à ceux qu'elle portait lors de sa disparition. Cependant, il n'y avait aucune trace de son bijou porte-bonheur, une flèche en or dont elle ne se départissait jamais. Morrow avait sans doute été tué peu après sa disparition. Le tueur avait donc disposé d'1 an pour brouiller les pistes.
Il était presque impossible d'espérer le retrouver. Le 2 septembre 1983, pendant la construction d'une nouvelle route, une équipe d'ouvriers déterra un squelette humain près de l'endroit où le corps de Sherry Morrow avait été retrouvé un an plus tôt. Les ossements étaient là depuis un bon moment. Pourtant, cette section de la rivière Knik était si isolée avant la construction de la route qu'on ne pouvait y accéder que par bateau ou par petit avion. Les ossements appartenaient à Paula Goulding, 17 ans, une secrétaire sans emploi qui avait quitté Hawaï pour vivre en Alaska. Elle avait disparu 5 mois plus tôt. Tout comme Sherry Morrow, elle avait décidé de travailler comme danseuse érotique pour joindre les deux bouts. On retrouva à nouveau un projectile de calibre 223 sur les lieux. Pour le policier Wayne Van Clausen, ces ressemblances étaient inquiétantes. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à vraiment avoir peur, parce que le profil était identique. Il s'agissait de danseuses nues qui travaillaient dans des bars du centre-ville. Nous en avons déduit qu'un tueur en série était à l'œuvre. 2 corps avaient été retrouvés, mais maintenant les détectives étaient convaincus qu'il y en avait davantage. Ils examinèrent les dossiers des personnes disparues dans les derniers mois. La plupart d'entre elles étaient des danseuses érotiques. Cependant, en Alaska, la disparition de ces danseuses n'était pas inhabituelle. Les personnes disparues n'étaient pas notre priorité. Légalement, quand on est adulte, on a le droit de disparaître. Et très souvent, ces femmes prenaient tout simplement l'avion pour s'installer ailleurs. Entre 1980 et 1983, on avait signalé la disparition de 12 femmes. Et ce chiffre n'était qu'une fraction de toutes celles dont on n'avait plus de nouvelles. Il fallait se demander combien d'entre elles avaient été victimes du tueur. Il serait très difficile de le déterminer. Les policiers d'Alaska envoyèrent les indices recueillis sur les scènes de crime de Sherry Morrow et de Paula Goulding au laboratoire du FBI à Washington. Les experts procédèrent à des analyses balistiques sur les 2 douilles pour vérifier si elles avaient été tirées avec la même arme. La police d'Alaska espérait que ces analyses leur permettraient de savoir si le même individu avait commis les 2 meurtres. Les résultats étaient concluants. Les 2 femmes avaient été tuées avec un fusil à haute puissance. Il n'y avait plus de doute possible. Les détectives étaient aux prises avec un tueur en série. Dans les années 70 et 80, c'était le dernier bastion de la civilisation avant des kilomètres de contrées sauvages et inhospitalières. Les hommes venaient y travailler et les femmes les suivaient pour alléger leur solitude. Certaines d'entre elles travaillaient dans des boîtes de striptease pour gagner rapidement de l'argent. D'autres s'y résignaient temporairement en attendant de trouver une meilleure situation. Mais pour la plupart d'entre elles, l'occasion ne se présentait jamais. Un homme traquait ses femmes dans les rues de la ville. Il les choisissait avec soin. Dans une ville où la population était principalement composée de gens de passage, leur disparition faisait peu de vagues. Mais il n'y avait pas que des disparitions qui étaient rapportées aux policiers. Le 13 juin 1983 au matin, Cindy Paulson, 17 ans, courait le long de l'autoroute d'Anchorage. Elle était à moitié nue et menottée. Elle réussit à faire arrêter un camion. Elle courait pour sauver sa vie. Le conducteur la déposa au motel où elle résidait. Le commis appela la police. Un agent lui retira ses menottes en essayant de la calmer. Greg Baker de la police d'Anchorage se rappelle l'incident. Elle était menottée et presque nue. Elle avait l'air en état de choc. Elle avait très peur. Elle nous a raconté ce qui lui était arrivé. Paulson était prostituée. Elle déclara à Baker qu'un client l'avait ramassée la veille. Ce dernier était grand, environ 1,80 m, et avait une allure délabrée. Il portait des lunettes et bégayait. Il n'avait rien d'un homme menaçant.
Pourtant, dès qu'elle monta à bord de sa voiture, il lui passa les menottes et lui mit sur la tempe un revolver à crosse de bois. Ils roulèrent jusqu'à un quartier résidentiel aisé et il la traîna jusque dans sa maison. L'endroit était bien tenu et rempli de trophées de chasse. Dans son bureau, une chaîne avait été accrochée au plafond. Il l'enchaîna et la déshabilla. Puis il la tortura et la viola à répétition pendant des heures. Il alla ensuite dormir un peu, la laissant seule, mais il n'en avait pas encore fini avec elle. Il lui dit qu'il l'emmènerait avec lui jusqu'à son chalet en forêt et que si elle essayait d'appeler à l'aide, il la tuerait. Il avait déjà un alibi. Des amis étaient prêts à mentir pour lui. Personne ne la croirait, elle. Ils roulèrent jusqu'à l'aéroport. Elle le vit en train de mettre une arme dans un petit avion. Elle eut une fraction de seconde pour échapper à une mort certaine. Elle prit la fuite. Son histoire était tellement incroyable qu'elle semblait fabriquée de toutes pièces, mais sa terreur était réelle. L'agent Baker effectua quelques recherches. Cette femme était intelligente. Elle était en état de choc. Elle nous a raconté qu'il l'avait menacée à la pointe du fusil et qu'il l'avait conduite dans un endroit précis. Elle savait où c'était. Elle nous a décrit l'intérieur de la maison et nous a même décrit les nombreux animaux empaillés accrochés au mur. En route vers l'hôpital, Paulson insista pour arrêter à l'aéroport afin de montrer aux policiers l'avion qu'elle avait vu plus tôt. Elle l'identifia formellement. Alors que nous étions là, un garde de sécurité est venu nous parler. Sa description de la voiture du suspect était identique à celle que Cindy nous avait donnée. Il avait même noté le numéro de plaque d'immatriculation. Ce numéro correspondait à l'adresse, ou du moins au secteur, où se trouvait la maison décrite par Cindy. Les policiers se rendirent à cette adresse pour interroger le propriétaire de l'auto. Au moment où ils arrivaient, celui-ci arrivait également, au volant du véhicule décrit par Cindy Paulson. Jusqu'à présent, tout ce que la jeune femme avait dit s'était révélé vrai, mais le suspect avait sa propre version des événements. Selon le service des transports, la voiture dans laquelle Paulson avait été enlevé appartenait à un certain Robert Hanson, un boulanger d'Anchorage. Hanson correspondait à la description de l'homme qui avait enlevé Paulson. Il répondit calmement aux questions de la police. Il déclara qu'il était chez des amis de 17h à 23h30 en train de réparer le siège de son avion. Il s'était ensuite rendu chez un autre ami et y était resté jusqu'à 5h30 le lendemain matin. Puis il s'était rendu à l'aéroport pour installer le siège dans son appareil. Hanson autorisa la police à fouiller sa maison. Une fois encore, la description de Paulson était juste. Cela prouvait qu'elle s'était déjà trouvée en ces lieux, mais pas qu'elle avait été torturée ou violée. Les agents ne trouvèrent aucun indice concluant. Ils remarquèrent cependant qu'un panneau du mur était mal fixé. Derrière, il y avait toute une collection d'armes à feu. Ce n'était pas surprenant puisque Hansen était à l'évidence un amateur de chasse. Parmi ces armes se trouvait un revolver, mais il ne correspondait pas à la description de Paulson. Il n'y avait aucune trace de cette arme, ni de la chaîne et de la couverture dans laquelle elle avait déclaré avoir été enveloppée. Il n'y avait aucun indice dans la voiture du suspect.
Rien de ce qu'avait décrit Paulson. Nous avons vérifié et corroboré ses alibis. Hansen a été libéré, mais il a consenti à ce que nous inspections sa maison. Paulson était toujours en état de choc, mais elle identifia tout de suite son agresseur à partir de photos judiciaires. Quand on lui demanda de se soumettre au détecteur de mensonges, elle refusa. Cette prostituée ne faisait pas confiance à la police et cette méfiance était réciproque. Elle était convaincue qu'on ne la prenait pas au sérieux. Peu de temps après, elle quitta la ville pendant un moment pour tenter d'oublier ce cauchemar. Les autorités d'Anchorage étaient elles aussi disposées à laisser tomber cette affaire. Les policiers n'étaient pas parvenus à trouver d'indices solides qui reliaient la prostituée à Robert Hansen. Mais pour l'agent Greg Baker, ce n'était pas fini. Il croyait fermement en la version de Paulson et il était résolu à ne pas laisser tomber. Le prédateur qui rôdait dans les rues d'Anchorage était toujours en liberté et pouvait tuer à n'importe quel moment. Robert Hansen, le suspect numéro 1 dans l'enlèvement et le viol de Cindy Paulson, avait été remis en liberté faute de preuves. L'agent Baker n'était pas satisfait. Depuis quelque temps, la police d'Anchorage était aux prises avec une série de personnes disparues, principalement des prostituées comme Paulson, des danseuses érotiques ou des femmes seules. Le fait que Paulson ait mentionné que son agresseur voulait qu'elle monte à bord de son avion ne faisait qu'accentuer les soupçons du policier à l'égard de Hansen. Il l'avait conduite à l'aéroport et lui avait fait croire que si elle se laissait faire, il lui rendrait la liberté. Mais Cindy était assez intelligente pour savoir que c'était un aller simple. Et c'était aussi mon sentiment. Par une simple déduction, on comprenait qu'il était le suspect idéal dans la disparition des danseuses. Le superviseur de Baker avait suspendu l'enquête entourant Robert Hansen, mais Baker refusait de l'abandonner. La version des événements de Cindy Paulson était trop détaillée pour ne pas avoir un fond de vérité. Malheureusement, on refusait de l'écouter. Baker décida de poursuivre son enquête seul. À première vue, rien dans le passé de Hansen ne suscitait les soupçons. 16 ans plus tôt, il avait quitté l'Iowa pour s'établir à Anchorage, où il avait ouvert une boulangerie. Son entreprise était prospère. Il était marié, avait des enfants et, mis à part son bégaiement, il fonctionnait très bien en société. Lorsqu'il n'était pas en cuisine, Hansen aimait piloter son petit avion. Dans ses temps libres, il prenait la direction de la forêt. C'était un citoyen modèle. Il ne correspondait pas au profil du tueur en série. Il y avait tant d'hommes de passage en Alaska qui auraient mieux endossé ce rôle, qui n'avaient ni commerce, ni famille. Hansen, lui, avait tout cela. Et il avait tout à perdre. Frank Rothschild était le procureur impliqué dans le cas Paulson. Robert le boulanger. Les agents de l'État et ceux de la police locale fréquentaient son commerce tout le temps. C'était un endroit très populaire. Il avait cette boulangerie, les gens le connaissaient, il était très sympathique. C'était un bourreau de travail. La police d'État n'était pas au courant de l'enquête de Greg Baker à Anchorage et était toujours à la recherche du tueur en série. On trouvait de plus en plus de cadavres en pleine nature. Une escouade spéciale fut mise sur pied pour étudier les concordances possibles entre les femmes disparues et les victimes de meurtres. On espérait trouver un lien qui conduirait au suspect. Mais avant d'en savoir plus, les autorités prirent soin d'enjoindre les danseuses et les prostituées à la prudence. Pour la première fois, des prostituées et des policiers étaient du même côté. Pour Rothschild, l'important était d'assurer leur protection. À ce moment-là, nous avons avisé les jeunes femmes qui travaillaient dans ces boîtes de nuit et dans la rue d'être prudentes. On leur a dit qu'un maniaque rôdait et qu'il semblait enlever et tuer des gens.
Une enquête plus poussée révéla que Hansen avait un lourd passé criminel. 12 ans plus tôt, en 1971, il avait été arrêté à 2 reprises pour enlèvement, viol et assaut à main armée. Ces crimes n'étaient pas sans rappeler ce qu'avait subi Cindy Paulson. Baker ne put malheureusement transmettre cette information à son superviseur puisque l'enquête était suspendue. Il n'y avait qu'une seule alternative. J'ai réuni tous les rapports et les antécédents d'Hansen et je suis allé voir la police d'État. Lorsque ces derniers reçurent le dossier de l'agent Baker, ils étaient optimistes. Le témoignage de Paulson et le rapport de police de Hansen en faisaient un suspect numéro 1 dans cette affaire. L'enquête de la police de l'Alaska cadrait parfaitement avec celle de Baker. Ils étaient confrontés au même type de cas. Robert Hansen était leur meilleur suspect. Je crois que nous l'avons tous considéré très sérieusement parce que c'était un bon suspect potentiel. Il avait des antécédents criminels assez importants, notamment des assauts sexuels. Le seul problème était d'établir la preuve. Hansen avait peut-être commis des crimes sexuels, mais rien ne démontrait qu'il était capable de commettre un homicide. De plus, il n'y avait pas de lien direct entre Sherry Morrow, Paula Golding et les autres femmes disparues. Malheureusement, les agents n'avaient pas encore assez d'indices pour obtenir un mandat de perquisition. On savait seulement que 3 femmes avaient été tuées et que 12 avaient disparu. Un tueur en série faisait rage et il fallait l'arrêter au plus vite. La police de l'Alaska avait besoin d'aide. Nous savions que nous avions un forcené entre les mains. Ce n'était pas le genre de cas auquel nous étions habitués. Le FBI avait l'expérience requise. Ils ont même créé un service spécial pour permettre de découvrir quels individus commettent ce type de crime. C'est à Quantico, en Virginie, que se trouve l'unité de soutien d'enquête du FBI. Ici, des experts analysent les actes des criminels et dressent leur profil psychologique. Aujourd'hui retraité, l'agent John Douglas a été l'un des pionniers de cette discipline. Il travaille toujours, mais à titre d'expert conseil. Son travail est basé sur 25 ans d'interrogatoire auprès de meurtriers. Au cours de ces années, Douglas a appris à comprendre leur façon de penser, leurs fantasmes de contrôle et de conquête. Après avoir gagné leur confiance, il leur fait revivre leurs crimes. Quand on parvient à les faire parler, leur regard devient lointain. Ils sont là 10 ans plus tôt, 20 ans plus tôt, au moment où ils perpétraient leurs crimes, et c'est comme s'ils étaient perdus dans leurs pensées. Leur mémoire est si précise que c'est ce fantasme qui les nourrit encore et encore et qui leur permet de survivre à leur incarcération. Je dois puiser à même ces souvenirs. Cela prend du temps, mais une fois que j'y suis parvenu, j'obtiens énormément d'informations. À partir de ces entretiens, Douglas a dressé une liste des traits communs et des habitudes des tueurs en série. Il commence jeune, avec des crimes de moindre importance comme torturer des animaux ou allumer des incendies. Avec les années, ils deviennent de plus en plus violents. Chaque cas élucidé permet aux experts d'en savoir un peu plus sur eux. Pour comprendre le criminel, on doit examiner le crime. On commence par faire une analyse à partir des rapports de police préliminaires, des photos de la scène du crime, de la description de la victime, du rapport et des photos de l'autopsie. On examine le crime dans son ensemble, le niveau de risque pris par le sujet, celui de la victime, le secteur où se situent là ou les scènes de crime. Et ensuite, on essaie de dresser le profil le plus juste possible. En examinant chacun des aspects du meurtre, l'expert en études comportementales peut déterminer certaines caractéristiques spécifiques à l'individu telles que son âge, son occupation et sa description physique. Les détectives demandèrent au FBI de dresser le portrait du tueur d'Anchorage. Ils espéraient que ce profil leur permettrait de pousser l'enquête un peu plus loin et jetterait un nouvel éclairage sur les indices. Tous les éléments requis pour procéder à l'analyse furent transmis aux experts. Pour dresser le portrait le plus fidèle, on devait se baser exclusivement sur des faits et laisser de côté toute hypothèse. Le policier Wayne Van Clausen ne voulait pas perdre de temps.
Les soupçons de l'agent Baker concernant Robert Hansen étaient intéressants, mais il lui fallait obtenir davantage d'informations. À cette époque, on commençait à peine à informatiser le système judiciaire et il n'avait pas encore accès à tous les dossiers d'Anchorage. Pendant que les experts du FBI dressaient le portrait du suspect, Van Clausen se rendit à Juneau en Alaska pour obtenir le dossier de Hansen des archives de la Cour suprême. Au cours de ce voyage, il effectua des recherches dans les archives de toutes les villes où avait vécu Hansen. Certains documents remontaient aussi loin que 1961. Il réunit les dossiers qu'il pouvait rapporter avec lui et fit envoyer le reste par camion. Pendant ce temps, les experts du FBI terminaient le profil du tueur en série. Le fait que le meurtrier ait fait autant de victimes signifiait qu'il avait les moyens de fonctionner au sein de la population sans être remarqué. Il travaillait sans doute pour son propre compte et était peut-être même propriétaire de son entreprise. Les corps avaient tous été laissés dans des endroits isolés en pleine nature. Il était forcément un adepte de plein air. Il s'en prenait à des prostituées. Cela signifiait qu'il avait du mal à communiquer avec les femmes, qu'il avait une faible estime de lui-même et s'était toujours senti à l'écart des autres. À partir de profils de tueurs semblables, Douglas fournit une autre caractéristique pour expliquer la cause de ce sentiment d'inaptitude, caractéristique qui définissait Robert Hansen de façon troublante. Le portrait du FBI correspondait à la description de Hansen, mais on s'apprêtait à découvrir à quel point la description de Douglas était juste. Une fois Van Clausen de retour, les détectives examinèrent les dossiers. Hansen avait passé 3 ans dans une école de réforme pour avoir incendié le garage où étaient entreposés les autobus de son école. Les experts du FBI avaient déclaré que le meurtrier avait vraisemblablement des antécédents d'incendiaire. On disait également qu'il était asocial. Le rapport psychiatrique de Hansen qui remontait à son séjour à l'école de réforme en faisait foi. Le bégaiement dont il était affligé était une barrière qui entravait son estime de lui-même. Dès qu'il tentait de s'affirmer, on se moquait de lui. Il n'avait jamais oublié cette blessure. L'analyse de Douglas mentionnait également que le meurtrier fonctionnait en société et qu'il dissimulait toutes ses perversions. Hansen avait commencé à travailler dans le domaine de la boulangerie au cours de la trentaine. Il se vantait à ses collègues d'être kleptomane et du sentiment de pouvoir que cela lui apportait. Il aimait également parler de son amour de la chasse. Il adorait le pouvoir qu'il avait sur ses proies et appréciait les pourchassés et les blessés. Il avait développé un certain talent pour la chasse et avait même remporté plusieurs prix prestigieux. En 1967, il avait déménagé en Alaska pour commencer une nouvelle vie et pour s'adonner davantage à sa passion pour la chasse. 3 ans plus tard, il avait été arrêté pour avoir tenté de violer une réceptionniste à la pointe de son arme. Il ne contesta pas l'accusation d'assaut à main armée. Un mois plus tard, il fut accusé de tentative d'assaut sur une femme de 18 ans qu'il avait suivie jusque chez elle. Dès qu'il s'est trouvé en Alaska, il a été impliqué dans des affaires de vol et dans des enlèvements. On a déterminé lors d'une évaluation psychiatrique qu'il était instable et avait toutes sortes de fantasmes sexuels étranges. Mais tel que le profil le mentionnait, Hansen avait toutes les apparences d'un citoyen respectable et la Cour avait été clémente à son égard. Dans un des cas, il avait déclaré avoir perdu la mémoire. On lui avait ordonné des traitements psychiatriques et il avait été condamné à faire du travail communautaire pendant 5 ans. Tout ce que l'expert du FBI avait dit à propos du tueur correspondait à la personnalité de Robert Hansen, un homme dangereux qui pouvait rester complètement anonyme dans une foule. La police concentra ses recherches sur Hansen. Des agents furent envoyés près de Knik River à la recherche d'autres victimes.
Il était possible que les danseuses disparues aient été enterrées près des autres tombes. Mais les agents n'eurent pas de chance. Le secteur à explorer était trop grand et trop éloigné pour être fouillé adéquatement. Malgré le portrait dressé par le FBI et les antécédents criminels de Hansen, les policiers n'avaient trouvé aucun lien tangible entre lui et les victimes. Ses antécédents criminels étaient trop anciens et les preuves étaient indirectes. Cela ne ferait pas le poids en cours. Les enquêteurs espéraient que Cindy Paulson les aiderait. Elle était la seule survivante parmi les victimes de Hansen. Peut-être se souviendrait-elle d'autres détails de sa triste aventure avec lui. La jeune femme signa une nouvelle déposition. De plus, elle parvint à identifier une arme que possédait Hansen. Mis à part Paulson, Hansen n'avait pas été impliqué dans un viol ou un enlèvement depuis plus de 10 ans. Dans l'espoir de consolider leur enquête et de démontrer une constante dans le comportement du suspect, les détectives retracèrent une autre de ses victimes dont l'expérience ressemblait à celle de Paulson. Cette victime avait déménagé depuis, mais les policiers la retracèrent et lui demandèrent sa participation. J'ai reçu un appel d'Alaska me demandant si je voulais bien les aider à monter le dossier d'inculpation de Hansen. On m'a expliqué qu'il était soupçonné d'avoir tué 7 victimes. La 8e était parvenue à s'échapper. Elle accepta de témoigner le moment venu. Entre-temps, les détectives avaient encore du travail avant de prouver que Hansen était un tueur en série, mais ils étaient sur la bonne voie. Selon l'agent Greg Baker de la police d'Anchorage, Hansen savait que les autorités cherchaient de son côté. Un matin, je roulais dans les environs et je voulais m'acheter des beignets. Hansen était debout à la fenêtre et je le voyais décorer des petits gâteaux. Je me souviens que je l'observais et qu'il n'arrêtait pas de me regarder. On pouvait voir qu'il était nerveux. Il se mettait du glaçage sur le pouce sans arrêt. Et je n'étais pas mécontent de ça. Hansen était maintenant au centre des préoccupations des détectives, mais il ne disposait toujours pas des preuves de son implication dans les crimes. Hansen ressemblait tellement au profil qu'il avait élaboré que Douglas décida de se rendre en Alaska pour examiner le cas de plus près et s'entretenir avec les détectives et le procureur Frank Rothschild. Douglas était convaincu que Hansen était leur homme. Le chasseur était maintenant devenu la proie. Ma mission consistait à déterminer s'il avait la capacité de commettre un crime de cette nature, et la réponse était oui. Je croyais cette prostituée, et j'étais convaincu qu'il avait pu perpétrer ces crimes. Douglas voulait convoquer Hansen à un interrogatoire pendant que l'on fouillerait sa maison. Pour obtenir un mandat de perquisition, les enquêteurs devaient fournir une liste d'objets spécifiques qu'ils croyaient trouver dans la résidence du suspect. Ils devaient d'abord chercher l'arme décrite par Cindy Paulson et celle qu'il avait utilisée pour tirer les projectiles découverts dans les tombes de Sherry Morrow et Paula Golding. Ce n'était cependant pas suffisant. Il faudrait trouver un indice qui prouverait formellement la culpabilité de Hansen. On demanda à Douglas s'il fallait ajouter quelque chose dans le libellé du mandat. J'ai répondu, bien sûr. Selon les recherches, les tueurs en série ont des fantasmes. Une des choses qui alimente ces fantasmes après le meurtre, parce qu'ils cherchent des victimes tous les soirs, c'est qu'ils conservent une sorte de souvenir ou de trophée, quelque chose qui appartient à la victime. Douglas aida le procureur à rédiger la demande en se basant sur les trophées mentionnés dans le profil, comme des bijoux ou même des permis de conduire. C'était la première fois qu'on se basait sur un profil psychologique pour rédiger une telle demande aux États-Unis. Rothschild savait qu'il devait étoffer le dossier avec des informations plus conventionnelles. Au bureau du procureur, on voulait que cette demande soit à toute épreuve, qu'il n'y ait aucune faille. Tout le monde savait que c'était une grosse affaire.
La dernière chose que nous voulions, c'était de faire une erreur, que le mandat de perquisition nous soit refusé et tous les indices rejetés. La demande faisait 48 pages. Le juge accorda à la police 8 mandats de perquisition. Maintenant, il ne restait plus qu'à coincer Hansen. La police connaissait ses allées et venues et son horaire. Le 23 octobre 1983, on alla le cueillir à la boulangerie. Mais Hansen n'était pas là. Hansen s'était levé en retard, ignorant qu'il ferait attendre les policiers 20 minutes à la boulangerie. On l'informa qu'il devait répondre à quelques questions et il ne résista pas. La salle où se déroulerait la séance était fin prête. Le but était de le déstabiliser pour obtenir des aveux et ainsi éviter un long procès. Douglas aida les policiers à donner le plus d'impact possible à la salle d'interrogation. On avait disposé un peu partout des photos des scènes de crime et des objets reliés à l'affaire afin que Hansen puisse les voir avant l'interrogatoire. À l'heure convenue, les détectives entrèrent dans la salle et commencèrent leur jeu d'intimidation. Les agents du FBI avaient indiqué à Rothschild la marche à suivre. Il fallait que je lui pose des questions qui susciteraient la discussion. C'était le plan numéro 1. Il y avait tous ces cas sur lesquels nous avions enquêté. Il fallait que je tente de le faire parler spécifiquement de chacun d'entre eux. De son côté, il essayait de découvrir ce que nous savions. Je pouvais le voir tenter d'en savoir le plus possible. Et mon plan à moi, bien sûr, était de découvrir ce que lui savait. Pendant que Rothschild essayait de faire parler Hansen, des policiers se rendaient chez lui munis des mandats de perquisition. Sa femme était à la maison. Les policiers furent extrêmement prudents et filmèrent toute la procédure. Ce qu'ils cherchaient pouvait se trouver n'importe où, même à la vue de tous. Hansen savait que la police avait eu accès à son casier judiciaire et au rapport des psychologues à son sujet. Il n'apporta aucune nouvelle information aux détectives. Il parla de son enfance difficile, de sa famille au régime strict et de la colère qu'il nourrissait depuis. Il avoua qu'il avait déjà ramassé des danseuses et des prostituées au début des années 70 et qu'il était furieux lorsqu'elles augmentaient leurs tarifs. Mais il disait qu'il ne les avait jamais menacées. Pendant que Hansen racontait son histoire et que sa maison faisait l'objet d'une perquisition, d'autres agents se rendirent à la boulangerie et à l'aéroport pour effectuer des fouilles. Il n'y avait rien, ni dans son commerce, ni dans son avion. La maison devint rapidement le centre de l'enquête. Une fouille méticuleuse des chambres à l'étage permit enfin aux agents de trouver un indice étrange. Il s'agissait d'une carte aérienne de la région sur laquelle on avait inscrit 37 croix. La plupart de ces croix étaient principalement dans le secteur où les corps avaient été découverts, mais il y avait beaucoup plus de croix que de corps découverts, du moins pour le moment. Les agents poursuivirent leurs recherches dans le grenier. Sous une couche d'isolant, ils découvrirent des armes à feu. Parmi ces armes se trouvait un Ruger de calibre 223 comme celui qui avait servi à tuer Sherry Morrow et Paula Goulding, et un revolver à la crosse en bois qui ressemblait à la description donnée par Cindy Paulson. L'équipe de recherche transmit la bonne nouvelle à Van Clausen. Le filet se resserrait peu à peu, et Hansen le savait, même s'il n'était pas prêt à parler. L'interrogatoire se poursuivit pendant des heures, et il semblait de moins en moins probable qu'il passerait aux aveux. Pendant que les agents recueillaient des indices, l'enquête prit une tournure inattendue. L'amie et voisine de Hansen s'arrêta chez lui, intriguée par toute cette activité.
Elle fut dévastée par la nouvelle de son arrestation, puis fit des aveux qui allaient contrer tous les arguments de Hansen. Elle déclara à la police que son mari avait fourni l'alibi la nuit de l'enlèvement de Paulson. Il avait menti pour protéger son ami sans savoir à quel point les accusations contre lui étaient sévères. Le mari appela la police un peu plus tard pour retirer ses déclarations. L'alibi de Hansen n'existait plus. Les recherches se poursuivirent. Les agents découvrirent les indices les plus incriminants jusqu'à présent, indices dont Douglas avait d'ailleurs parlé. Il s'agissait du collier de Sherry Morrow et d'autres effets personnels appartenant à des femmes mortes ou disparues. C'était le trésor de Hansen. Les enquêteurs appelèrent au poste. Ils n'étaient pas parvenus à lui soutirer des aveux, mais ils avaient suffisamment d'indices pour le faire emprisonner pour le cas de Cindy Paulson. La caution fut fixée à 500 000 $. Les détectives auraient maintenant le temps de consolider leur enquête et de faire inculper Hansen pour les meurtres en série. Ils téléphonèrent à la première victime pour vérifier si elle était toujours disponible. À ce moment-là, les détectives croyaient qu'il avait tué 11 femmes. Ils pensaient réellement avoir besoin de moi parce qu'Hansen n'avait rien avoué. 3 des croix sur la carte géographique correspondaient au corps découvert par la police. Une autre croix marquait l'emplacement d'un corps découvert par la police de Seward quelques années plus tôt. Il était plausible de présumer que les dizaines d'autres croix indiquaient l'emplacement d'autres victimes. À voir cette carte, nous en avions des frissons, parce que nous étions convaincus que ces croix indiquaient vraiment l'emplacement de corps. Leur nombre était très élevé. L'homme avait gardé un état de compte. Il n'avait peut-être pas d'articles de journaux, mais il avait cette carte. Les détectives étaient maintenant sûrs d'avoir assez de preuves pour faire accuser Hansen d'au moins 4 meurtres. Ils les mirent lui et son avocat en face de l'évidence et leur montrèrent les preuves. Hansen fut incapable de nier. Il n'avait plus d'issue. Il était temps de passer aux aveux et de proposer un marché. Hansen déclara qu'il était prêt à avouer les meurtres qui pouvaient être prouvés irréfutablement à condition que le procès n'ait aucune publicité et que sa famille soit épargnée. Il demanda également à être incarcéré à l'extérieur de l'Alaska une fois le procès terminé. En échange de l'inculpation de 4 meurtres, il accepta de montrer aux policiers où il avait caché les autres corps. Les détectives appelèrent la première victime pour lui annoncer la bonne nouvelle. La 3e fois qu'ils m'ont appelé, ils m'ont appris qu'Hansen avait tout avoué et qu'il n'avait plus besoin de moi. À la fin de la conversation, j'ai raccroché, j'ai aidé mon fils à se préparer pour l'école et raccompagné mon mari jusqu'à la porte. J'ai alors éclaté en sanglots. Je ne pouvais plus m'arrêter. Je n'avais aucun contrôle. C'était plus fort que moi. Je pouvais voir toutes ces femmes et m'imaginer leur mort, pourchassées comme des chiens et blessées. Lors de ses aveux, Hansen raconta comment il emmenait ses victimes dans les bois et les chassait comme des proies. Pendant les 12 années où il a vécu en Alaska, il a violé plus de 30 femmes et développé maintes stratégies pour les chasser. Une fois sa cible trouvée, une cible solitaire comme Sherry Morrow par exemple, il était amical et il lui donnait rendez-vous dans un restaurant. Si elles étaient danseuses ou qu'elles rêvaient de devenir mannequins, il leur offrait de les photographier en échange d'une somme d'argent. Il arrivait au rendez-vous plus tôt et restait assis dans sa voiture. Ainsi, il pouvait s'assurer que la femme était seule et que personne ne l'attendait dans le stationnement, qu'il n'y avait pas de témoin. Puis il entrait et rencontrait sa future victime. Une paire de menottes était déjà fixée sur le siège de sa voiture. Hansen se vanta qu'il lui était très facile de menotter sa victime tout en saisissant son arme.
Puis il les conduisait chez lui ou dans un motel et il les violait et les torturait. Par la suite, il leur bandait les yeux et les conduisait en voiture ou en avion à l'écart de la ville, jusqu'à ce qu'ils trouvent un endroit isolé. Il avait l'habitude de jouer avec sa proie avant de la tuer. Selon ses propres aveux, Hansen avait mis un plan au point au cours de l'été 83. Il envoya sa famille passer des vacances à l'extérieur de la ville afin de pouvoir emmener ses victimes chez lui. Quand il avait terminé, il abandonnait leur corps dans la nature. Le 27 février 1984, Robert Hansen fut jugé coupable du meurtre de 4 femmes et condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Après le procès, Hansen accompagna les policiers dans la forêt pour les aider à retrouver les victimes dont les tombes étaient marquées d'une croix sur sa carte géographique. Au total, on retrouva 8 corps. Des ours avaient déchiqueté les autres corps. Les détectives ne sauront jamais si les 37 croix représentaient le nombre de victimes. Selon John Douglas, cependant, cette carte ne représente peut-être qu'une petite partie de son territoire de chasse. Parfois, les meurtriers comme Hansen sont en contact avec plusieurs femmes. Et selon leurs fantasmes, ils peuvent ne pas aimer comment une personne parle ou s'habille, et ils décideront alors de laisser celle-ci vivre et de faire mourir celle-là. Je crois qu'il en a tué beaucoup plus que ce que nous savons. À mon avis, une des raisons qui l'a poussé à s'installer en Alaska était qu'il avait commis des homicides sous le 48e parallèle. Aux États-Unis, on estime qu'il y a entre 35 et 50 tueurs en série en liberté. L'analyse de leur comportement permet aux experts de les retrouver plus facilement. Chaque fois que l'un d'entre eux est capturé, on en apprend un peu plus sur leur esprit pervers. On espère que le prochain sera encore plus facile à arrêter.